Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur et bienvenue sur Horror News Interview numéro 34. L'objectif d'Horror News Interview est toujours le même, mettre en avant et mettre en lumière le travail de différents artisans qui gravitent dans le monde du fantastique et de l'horreur. Et pour ce 34e épisode, je reçois Johan Scipion, créateur du jeu de rôle horrifique français Sombre. Alors salut Johan et bienvenue sur Horror News Podcast. Bonjour Marc, merci de me recevoir sur ton podcast, c'est un plaisir. Bah écoute, plaisir grandement partagé. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Tout à fait. Donc je suis Johan Scipion, je suis basiquement écrivain, je suis nouvelliste et game designer. J'écris de la fiction courte, horrifique et fantastique, et un jeu de rôle d'horreur pour se faire peur comme au cinéma. Le jeu de rôle s'appelle Sombre. C'est la raison pour laquelle on fait cet entretien. Dans Sombre, le principe, c'est de jouer des victimes, les genres de personnages qu'on voit dans les films d'horreur. Donc en fait, chaque partie de Sombre est un film d'horreur imaginaire dans lequel on incarne des victimes. C'est fun, c'est jeune, et à la fin tu meurs. Ça marche. Alors revenons un petit peu en arrière si tu veux bien, que tu nous parles un petit peu bien de toi, de ton côté, de ton histoire avec tout ce qui est horreur et fantastique du coup. Oh, c'est une longue histoire d'amour en fait, qui me tient depuis que je suis adolescent. Mm-hmm. Je suis tombé dans le fantastique et dans l'horreur, je pense que je devais être au collège, à la fois par la télévision et le cinéma, et aussi par les livres. Mm-hmm. Notamment parce que au collège, tu sais que, je crois que c'est encore le cas maintenant, mais il y a un cycle où on étudie la nouvelle fantastique. Ouais. Donc en fait, pour l'école, moi j'ai lu Maupassant, j'ai lu Poe, et je suis grave accroché en fait. Et ça me tient jusque maintenant. Alors quand j'étais plus jeune, j'aimais les cultures j'étais énormément fan des cultures de l'imaginaire au sens très large. Horreur, fantasy, fantastique, science-fiction. J'étais un énorme fan de super-héros, je les ai strange comme un taré. Mais avec l'âge, en fait, c'est le fantastique et l'horreur qui m'est resté plus que le reste. J'ai sans doute c'est juste parce que je suis devenu un vieux con, quoi. Mais j'ai plus. Oui, l'âge. Mais j'ai plus de mal aujourd'hui à m'investir dans des univers imaginaires très structurés et très complexes, comme peut l'être le Marvel Universe ou les Terres du Milieu. Mm-hmm. Et du coup, j'ai plus de facilité à m'immerger dans des univers fantastiques ou horrifiques qui restent relativement proches du réel, en fait. Et c'est pour ça que ces genres me tiennent encore très fort aujourd'hui. Ça continue de me parler alors que je suis plus adolescent, je suis même plus jeune adulte et je commence à être juste un vieil adulte en fait. Et je continue à être passionné par le fantastique. D'accord, ça marche. Alors, t'as commencé à l'évoquer tout à l'heure, effectivement, tu es le créateur d'un jeu de rôle qui s'appelle Sombre. Alors, est-ce que déjà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un jeu de rôle ? Ouais, alors c'est une question vaste et complexe. Il y a des gens qui écrivent des thèses là-dessus, tu vois. Donc on va faire la version courte, et surtout parce que en fait le jeu de rôle, c'est un média narratif qui a 50 ans. Le premier jeu de rôle a été publié en 1974, c'est Donjons et Dragons, qui reste le jeu de rôle le plus joué, le plus célèbre actuellement. Donc en 50 ans, en plus de 50 ans, le média a eu largement le temps de se développer, de se ramifier. Donc maintenant, ça devient très difficile de donner une définition univoque du jeu de rôle. Par contre, ce que je peux te dire, c'est quel type de jeu de rôle est sombre. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Donc, Sombre, c'est un jeu de rôle qu'on appelle tradi, parce qu'en fait, il a un dispositif ludique classique qui est celui de Donjons et Dragons depuis 1974. C'est-à-dire qu'à la base, l'objectif, c'est de raconter des histoires ensemble. Donc, c'est un média narratif. Fondamentalement, le jeu de rôle, c'est une forme particulière de jeu de société qui emprunte beaucoup au théâtre d'improvisation. C'est entre les deux, tu vois. Dans la forme tradie, dans la forme classique, qui est celle de Sombre,
Le jeu s'organise autour d'une table avec un meneur et des joueurs. 2 types de participants. Le meneur connaît les grandes lignes de l'histoire à l'avance ou les improvise sur le moment. Il décrit l'univers, il joue les antagonistes, qui sont très importants dans le cadre d'un jeu d'horreur. Les bad guys, ça fait beaucoup de ce qui fait la qualité des films d'horreur. Très clairement. Ouais. Et il joue aussi les personnages secondaires, le supporting cast, les victimes ou les alliés qui se trouvent autour des protagonistes. Les joueurs, eux, incarnent chacun un protagoniste, une victime horrifique. Donc en fait, chaque joueur joue son perso, le meneur, grosso modo, fait tout le reste, décrit l'univers, joue les antagonistes, introduit des événements dans la fiction pour faire avancer le jeu. Si tu étais sur un ordinateur, si tu jouais un RPG ou un MMO, le meneur fait l'ordi en fait. Et toi, tu joues ton perso. Et c'est le dispositif de Sombre. Il en existe une immense variété d'autres, plein de manières de jouer au jeu de rôle, mais quand tu joues à Sombre, tu joues de cette façon-là parce que je pense que c'est très pertinent dans le cadre d'un film d'horreur imaginaire. Parce qu'en fait, ça met le joueur au plus près de leur personnage, plus près des victimes. En fait. C'est-à-dire que leur pouvoir sur la fiction et la narration est exactement proportionnel à celui des personnages qu'ils jouent. Et ça, c'est une très bonne manière de jouer, de favoriser l'immersion dans le perso, et c'est ce qui va permettre d'instiller de la peur, ce qui est l'objectif. Tout à fait. Alors, à la base de tout ça, donc effectivement, il y a quand même, j'imagine, une idée, un déclic. Donc, d'où est venue en fait l'idée justement de créer Sombre, donc ce jeu de rôle horrifique? Alors c'est hyper prosaïque parce que à la base quand j'étais jeune meneur, j'étais fan fondu de Cult, qui est un jeu de rôle d'horreur suédois qui a été designé par un couple, Gunilla Jönsson et Mikael Petersen. Et j'étais fan fondu de Cult. Le meilleur jeu du monde. Cult, c'est Matrix rencontre Hellraiser. c'est énorme, quoi. Le jeu est actuellement dans sa 3e édition. Je suis toujours aussi fan. Ça reste trop bien. Moi, j'ai mené Cult. J'ai découvert Cult avec sa traduction française. Le jeu a d'abord été traduit du suédois à l'anglais, puis de l'anglais au français. Quand il est arrivé en France, moi, je me suis dit, je veux absolument jouer ce jeu. Il est trop bien, quoi. Et je voulais le jouer au plus près de ce qui était du texte, en fait. Parce que j'étais tellement fan que je voulais jouer le jeu exactement comme les auteurs l'avaient écrit, quoi. Donc j'ai fait plein d'efforts pour essayer de jouer Cult comme c'est écrit dans le bouquin, et j'ai pas réussi. En fait. Ça n'a pas marché à ma table parce que l'univers est extraordinaire, mais il était beaucoup trop riche pour ce que j'avais en fait réellement envie d'en faire. Moi, à l'époque déjà, je voulais faire des petits films d'horreur, et Cult, c'est un univers tellement monstrueux que c'est compliqué de le faire passer par des petits scénarios, dans des petits scénarios modestes. Tu vois, il faut plutôt des énormes campagnes, et c'était pas ma perspective. Et puis les règles, le système de règles était lui-même très complexe. Et c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Je n'arrivais pas à mener tout ça autour de ma table. Et ça m'a beaucoup frustré, en fait. Et comme j'étais tellement fan de Cult, j'ai pas lâché l'affaire, en fait. Ça marche pas, mais il faut que je m'entête d'une manière ou d'une autre. Il faut que je fasse fonctionner ça à ma table. Donc j'ai commencé à essayer de simplifier Cult, en fait, pour le rendre accessible à Johan. Donc j'ai commencé par simplifier l'univers et puis simplifier les règles. Je me suis notamment inspiré de Simulacre, qui est un jeu de rôle de Pierre Rosenthal,
qui a été publié par le magazine Casus Belli, un magazine de jeux de rôle, le premier magazine de jeux de rôle historique français. Et j'étais très fan de Simulacre. Je l'avais longtemps mené dans un cadre super-héroïque, parce qu'à la base, j'étais fan de Marvel. Le système était très simple et donc accessible pour moi. Donc, je me suis mis en tête de simplifier Cult selon les fondamentaux de Simulacre. Et je me suis tellement entêté dans cette démarche qu'au bout d'un moment, j'ai compris qu'en vérité, j'étais en train d'écrire un autre jeu. Il m'a fallu plusieurs années pour le réaliser, mais je suis allé tellement loin, tu vois, j'ai dévalé tellement profond le terrier du lapin que je suis arrivé dans un autre monde qui n'était pas Cult, qui n'est pas un simulacre non plus, qui est Sombre. En fait. C'est comme ça que j'en suis arrivé à fabriquer Sombre. Et ensuite, Sombre a acquis sa propre logique interne, sa propre inertie ludique, en fait, quelque part. Et en fait, il s'est ensuite développé sur des bases intrinsèques. C'est-à-dire qu'il y a une logique maintenant de game design qui est purement Sombre, qui ne doit plus rien ni à Cult, ni à Simulacre. Ce que j'ai conservé de Cult, c'est le thème horrifique. Le dé à 20 faces que j'utilise, et de Simulacre, c'est la philosophie de simplicité vraie, pas juste simple mais pas simpliste, vraiment simple, parce que quand les rôlistes te disent ce système est simple, il faut comprendre qu'en vérité il est compliqué, mais que eux le considèrent simple parce qu'ils ont l'habitude des systèmes compliqués. L'idée de Sombre, c'est d'avoir un système simple, vraiment simple, que des gens qui n'ont aucune expérience du jeu de rôle puissent eux-mêmes considérer comme simple. C'est vrai qu'en termes moi, comme je le dis, je trouve que ton système est redoutable d'efficacité, en l'occurrence. Merci, c'est un compliment qui me touche. Parce que j'ai beaucoup travaillé pour que ce soit effectivement efficace. On va y revenir, si tu viens justement à tout ce côté un petit peu game design un petit peu plus tard. Ouais. Mais tu l'as dit, justement, tu as créé ce jeu, et donc pour créer ce jeu, il faut, comme un forgeron en fait, il faut forger. Et donc il faut faire des parties, il faut playtester, comme on dit dans le milieu. Et donc à l'heure actuelle, est-ce que tu sais, à la louche, j'imagine, mais combien de parties environ est-ce que tu as à ton actif? Alors oui, il faut playtester, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui fait l'efficacité que tu as reconnue à Sombre, c'est le playtest intensif en fait. Donc le Sombre, c'est développé et continue de se développer par le jeu en fait. Une bonne partie de ce que je publie, c'est pas parce que je le décide dans ma tête un soir, c'est parce qu'en fait je le découvre à ma table. Je joue des trucs cool et je me dis c'est génial ça. Il faut que je le refasse. Et puis à un moment où je me dis c'est trop cool, il faudrait que je trouve un moyen pour que d'autres le fassent à leur table, parce que c'était vraiment génial, quoi. Donc le playtest est absolument essentiel. J'ai fait aussi beaucoup de démonstrations. J'essaie de faire parler de Sombre, et pas que dans des podcasts horrifiques, aussi le montrer dans des festivals et des conventions. Donc je mène beaucoup. J'ai des milliers de parties de Sombre à mon actif. Je ne compte pas, parce que alors ça paraît absurde comme ça quand on imagine une partie de jeu de rôle standard, c'est une soirée, tu vois, ou une après-midi. Mais en vérité, quand je suis en festival ou en convention, je mène souvent sur des formats beaucoup plus courts, de l'ordre de 15 à 20 minutes. Donc j'en enchaîne jusqu'à une dizaine par jour. Il fut un temps, avant le Covid, à l'époque où je faisais mon pic de convention, je faisais jusqu'à 200 parties par an. Ouais. Alors, surtout tout format confondu. Donc, il y avait la majorité, c'était des parties en 15-20 minutes, des petites démos flash. Mais j'avais aussi des parties playtest dans ma cuisine qui duraient 5, 6, 7, 8 heures, quoi. Mais j'ai fait énormément de parties de Sombre et je continue à mener très régulièrement le jeu parce que, en fait, d'abord, je considère que c'est une nécessité. Il faut que je reste au contact de la réalité ludique de Sombre pour pouvoir bien l'écrire. Et puis ensuite, c'est juste un plaisir, en fait. J'aime mener ce jeu. Et c'est
ça permet de le développer de manière organique en fait. C'est-à-dire que ce que je publie, c'est ce que je mène à ma table. J'écris le jeu à hauteur de ma table. Ouais. Tu as lu quelques fanzines. C'est une des particularités. C'est une particularité de Sombre. Sombre est écrit à hauteur de la table de son auteur. Tout à fait. Alors, tu l'as mentionné, mais on en reparlera un petit peu plus tard. De ce côté un petit peu protéiforme, aussi bien sur des parties très courtes que sur. Voilà, on parle effectivement après de sessions, on va dire plus classiques, à quelques heures de jeu. Et donc, on va déjà commencer par parler de ce qui est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, comme on dit. Et comment est-ce qu'on fait peur en jeu de rôle ? C'est une énorme question. Là, j'ai publié 32 numéros de Sombre. Et ces 32 numéros de Sombre sont en fait, épisode par épisode, numéro par numéro, une tentative de répondre à cette question. En fait, tellement elle est vaste. Ouais. Pour faire schématique et pour faire court, grosso modo, le jeu de rôle, c'est un média narratif, comme il existe d'autres médias narratifs. Et quand tu veux produire un effet particulier dans le cadre d'un média narratif, il faut que quel que soit l'effet, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'horreur, donc c'est un mélange de peur et de dégoût, en proportion variable en fonction des sous-genres. Typiquement, Psychose, beaucoup de peur, peu de dégoût. Hellraiser, beaucoup de dégoût, moins de peur. Voilà. Mais le point, c'est que c'est exactement la même démarche si tu veux faire de la comédie. Si tu veux produire le rire, hein, tu vois, si tu n'importe quelle émotion, ou si tu veux faire du mélodrame, si tu veux faire de la romance, si tu veux susciter une émotion spécifique, dans ton public cible, il faut qu'en fait tu comprennes comment fonctionne ton média, et il faut que tu joues sur les forces du média et que tu essayes de compenser ses faiblesses. Donc il faut comprendre ce que le jeu de rôle fait très bien, ce qu'il fait moins bien et ce qu'il fait pas du tout bien. Et c'est pas exactement la même chose que ce que fait le cinéma. Donc ça veut dire que du cinéma au jeu de rôle, il doit y avoir portage, c'est-à-dire adaptation. Donc il faut comprendre de quelle manière je peux partir de mon boulot. Une bonne partie du boulot, c'est essayer de comprendre de quelle manière je peux translater certaines techniques du cinéma à ma table. Et ce que je ne peux pas du tout faire, est-ce que je peux faire mieux que le cinéma ne fait pas bien. Typiquement, ce que le cinéma fait très bien, c'est l'immersion audiovisuelle. Parce qu'en fait, c'est la force essentielle du média. Et puis, c'est absolument immédiat. Tu rentres dans la salle, dès les premières images, tu es dans le film, quoi. Ouais. Alors, t'es pas forcément encore immergé, mais tu es dans l'univers du film dès le départ. Voilà. Tu mets un Nightmare on Elm Street sur ton lecteur DVD, tu es dans le film de Craven dès la première image, quoi. Ça, tu l'as pas en jeu de rôle. En fait. Parce qu'en jeu de rôle, tu t'assois à la table et tu commences à manger des chips. Puis il y a un mec qui cause, quoi. Donc là, ça commence pas de la même manière. Par contre, un truc que fait très bien le jeu de rôle, c'est immerger le joueur dans leur personnage. Parce que chaque joueur a son propre perso. Alors qu'au cinéma, les persos, ils sont à tout le monde, en fait. Ouais. Et puis il y en a plein. C'est-à-dire que quand tu regardes A Nightmare on Elm Street, bon, il y a Tina, et puis tu crois que c'est la Final Girl, mais non, en fait, c'est Nancy, mais elle arrive après. Et puis il y a d'autres personnages autour d'eux qui vont mourir les uns après les autres. À un moment, tu comprends que c'est l'histoire de Nancy, donc tu commences à t'accrocher à elle, mais ça arrive tardivement. Tandis qu'en jeu de rôle, tu as ton perso dès le départ. Et dans un certain nombre de cas, alors d'une part, tu le connais avant le début de l'histoire, parce que le meneur te l'a donné avant, tu l'as choisi, ou assez souvent, tu l'as toi-même créé, alors que tu connais pas l'histoire dans laquelle, tu connais que les grandes lignes de l'histoire dans laquelle tu vas le jouer, quoi. Ouais. Et, en fait, ça c'est une des forces fondamentales du jeu de rôle. Il faut essayer de s'appuyer dessus pour faire flipper. Et puis, le jeu de rôle a la particularité d'être une conversation.
Une partie de jeu de rôle, c'est pas loin de ce qu'on est en train de faire là ensemble, toi et moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui causent. On parle pendant des heures, 15 minutes des fois, mais des fois 6 heures. Et en fait, cet aspect de conversation n'existe pas au cinéma. Le spectateur ne parle pas avec le film. Non, Il n'y a pas des. Ouais, tu reçois les images, tu reçois les dialogues, tu reçois la musique, etc. Mais tu ne renvoies rien au film. C'est la différence, là, comme tu viens de le dire, le spectateur, c'est la différence entre le rôle de spectateur et le passage au rôle d'acteur, en fait. C'est littéralement ça, et c'est sachant que la position de joueur de jeu de rôle est plus proche de l'acting d'impro que de l'acting classique du cinéma standard, parce que quand Heather Langenkamp joue Nancy Thompson, elle a tout son texte. Bon, il peut y avoir les petits ajustements sur le plateau parce qu'il y a telle ligne de dialogue qui ne sent pas trop, là où elle n'arrive pas trop bien à le dire, ou trouve que c'est pas adapté, etc. Peut-être négocier un petit peu avec Craven, mais basiquement, elle est venue là pour dire du texte. Et le texte, elle le connaît à l'avance, quoi. Ouais. En jeu de rôle, le joueur improvise tout son texte. Il improvise tous ses dialogues, il improvise toutes les descriptions de ses actions. Il dit ce que fait son personnage. Il a plus de liberté que ne peut en avoir un acteur de cinéma. Les acteurs de cinéma s'approprient leur personnage, s'approprient leur rôle. Et si c'était une autre actrice que Langenkamp qui avait joué Nancy aurait une toute autre gueule. Ouais. Physiquement déjà, mais aussi la manière dont Nancy s'exprime, la manière dont elle bouge à l'écran, dont ses réactions, etc. Ce serait une autre Nancy. Mais ce phénomène est décuplé en jeu de rôle parce que le joueur improvise tout. Le meneur n'improvise pas forcément tout parce qu'il a assez souvent, en particulier si tu joues les scénarios publiés dans ma revue, il a assez souvent une trame sur lequel il appuie sa maîtrise. Mais du côté joueur, il n'y a pas de trame. Donc t'es en impro total, et t'es en immersion totale dans ton perso. Et ça, tu l'as pas quand tu regardes un film. Il faut jouer sur ça, en fait. C'est aussi ce côté un peu jouissif de dire, tu sais, on a tous été comme ça, tu sais, à regarder un film et à dire, ouais mais non, mais il faut pas qu'il fasse ça, ouais, ce qu'il vient de faire c'est débile. Là au moins tu peux te confronter au truc et te dire, ok, comment est-ce que je m'en sors dans une situation qui est pas forcément exactement la même, mais on va dire qu'est analogue, voilà, face à un tueur avec une machette, face à un monstre extraterrestre, voilà. Donc ça c'est ça aussi qui est très drôle, quoi. Exactement. Et tu te rends compte qu'en fait, tu fais un peu la même chose qu'au cinéma, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est juste excellent. C'est-à-dire qu'en fait, en général, les gens qui découvrent mon jeu et qui en début de partie font des plaisanteries sur les personnages de films d'horreur qui font que des conneries, des groupes de 1 quand il faut pas, qui descendent à la cave quand il fait nuit, qui vont tout seuls dans la forêt alors qu'on sait qu'il y a un monstre. Et bien en fait, 5 heures plus tard, sous la pression du jeu, parce que la tension horrifique a monté autour de la table, ils font exactement ce qu'ils reprochaient à ces personnages qu'ils trouvaient crétins à l'écran, en fait. C'est ça. Et c'est absolument rigolo. Et c'est super cool à vivre. C'est ça qui est c'est super intéressant. C'est que quand tu es dans la position du joueur, le fait d'avoir le choix de ne pas être tenu par un script, de ne pas être tenu par des dialogues que tu dois réciter. C'est une énorme liberté qui te produit un kiff extraordinaire. Je me doute bien que les acteurs quand ça se passe bien sur les plateaux, ont du plaisir à jouer leurs personnages, à les interpréter, et je pense que ça peut être très kiffant. J'ai jamais connu cette expérience-là, mais j'imagine que ça peut être très kiffant. Par contre, je vois à ma table comment ça se passe quand on est joueur. Puis j'ai été joueur quand j'étais plus jeune. Le kiff est, à mon avis, centuplé, quoi. Parce que tu peux vraiment vivre l'histoire, quoi. Au lieu de simplement la recevoir de manière plus ou moins passive, parce que tu regardes un écran. Ouais, clairement.
Et avec tout ça, du coup, il y a quand même tu sais, le truc, surtout à notre époque, hein, on fait attention justement à pas brusquer les gens, etc. Donc il y a toujours ces notions de gérer la frontière entre la peur ludique, on va dire, et puis le réel malaise, si tu veux, chez le joueur. Donc comment est-ce que tu gères justement cette frontière? Ah bah écoute, ça aussi c'est une question super complexe qui se pose pas que dans le jeu de rôle d'horreur, en fait dans tout type de jeu, dans tout type de jeu de rôle. Pour te dire, c'est tellement important que j'y ai consacré un article de quelque chose comme 25 pages dans Sombre 11 sur ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle en jeu de rôle. Bon, bon, je vais simplifier parce que sinon il faudrait qu'on ait un podcast de 4 heures. Donc on va faire simple, mais je renvoie les gens ah ouais, tout à fait, à Sombre 11 dans lequel je développe ma pensée de manière plus structurée et plus nuancée. Basiquement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 90% du jeu de rôle, c'est du jeu de rôle d'aventure. Ouais. C'est ce que jouent la plupart des gens quand ils sont autour d'une table. C'est une aventure. Ils jouent des héros et qui surmontent des épreuves et qui accomplissent des exploits des doigts nus de leurs mains nues. C'est ça la pratique dominante du hobby, qui est celle que proposait Donjons et Dragons en 1974 et qui continue de proposer en 2026. La perspective horrifique est arrivée plus tard. Le premier jeu de rôle d'horreur publié, c'est L'Appel de Cthulhu, et c'est 1981. Et à mon avis, c'est arrivé plus tard, tout simplement parce que c'est pas la pente naturelle du média. C'est-à-dire que la pente naturelle du jeu de rôle est, à mon avis, aventureuse. Lorsque tu veux faire de l'horreur, tu es déjà dans un trip plus spécifique. Ce qui veut dire que la notion de sécurité émotionnelle se pose différemment selon que tu joues à Sombre ou selon que tu joues à Donjons et Dragons. Pour la simple et bonne raison que quand tu joues à Donjons et Dragons, tu t'attends à jouer le Seigneur des Anneaux, quoi, grosso modo, caricaturé. Mais si tu te retrouves dans le Seigneur des Anneaux et qu'il y a des moments vraiment horrifiques, crades, tu te dis, voilà, c'est pas ce qu'on m'avait dit au départ, qu'en fait. C'est quoi cette histoire d'araignée géante au fin fond du Mordor avec des orques qui torturent des elfes et tout? C'est pas ce qu'on m'avait dit. Moi, j'étais venu pour balancer un anneau dans le volcan et puis sauver la Terre, quoi. Où est-ce que c'est parti en couille, en fait? Alors que quand tu joues à Sombre et que le meneur t'a dit ok, bah, aujourd'hui on va faire un truc qui est entre Hellraiser et Scream, tout de suite, ça pose le truc sur des bases différentes. Ouais, tu sais que tu vas pas. Tu sais que tu vas pas aux champignons, quoi. Bon. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que basiquement, si l'araignée géante elle arrive, en fait, c'est ce qui était attendu de base. Donc ça veut dire que la notion de sécurité émotionnelle se pose pas de la même manière parce que il y a pas cet effet de surgissement de l'horreur sous la forme d'insert qui était à la base inattendu. Sombre veut tenir sa promesse, la promesse de sa tagline, c'est-à-dire la peur comme au cinéma. Donc l'idée c'est de jouer des films d'horreur. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Non. Maintenant, tu es bien placé pour savoir que les films d'horreur, il y en a de plein de types différents, et que ça va de la soft horror à l'extreme horror, et que de Tim Burton jusqu'à Clive Barker, il y a quand même une vaste palette. Et partant de là, tu peux tout à fait te retrouver dans des situations dans lesquelles tu as des joueurs qui sont tout à fait partants pour jouer un film d'horreur, mais qu'on pas forcément bien anticipé quel film d'horreur tu allais leur proposer. Soit parce qu'ils n'ont pas la culture horrifique appropriée, ça arrive, ils n'ont pas vu les films dont tu t'es inspiré, soit parce que tu t'es un peu mal débrouillé dans tes explications, qu'ils n'ont pas bien capté ce que tu leur proposais, pour X ou Y raison. Et dans ce cas-là, il y a tout un tas d'outils de sécurité émotionnelle qui permettent d'arrondir les angles et d'éviter les gros soucis en cours de partie. Le point, c'est
ces outils sont divers et variés. Donc, c'est à chaque meneur et à chaque table de sélectionner ceux qui leur conviennent le mieux. Et à ce niveau-là, en fait, j'ai juste des avis sur ce que je fais moi, mais pas sur ce qui convient de faire. Ouais, tout à fait. En fait, c'est aux gens de savoir c'est aux gens qui jouent à sombre de savoir ce qui est bon pour eux. Donc, c'est aux meneurs et à ces joueurs de discuter entre eux et de savoir comment est-ce qu'ils veulent jouer à sombre. Ça me regarde absolument pas. Et de toute façon, je vois pas de quelle manière je pourrais avoir du contrôle là-dessus. Je vais pas venir chez toi en menaçant de tuer ton chien si tu joues pour te dire que c'est comme ça ou comme ci qu'il faut jouer à sombre. Ouais. Ça marche pas. Ça marche pas. Les gens jouent à sombre chez eux. Je sais même pas qui joue à sombre. Tu vois, donc en fait, tout ce que je peux dire, c'est moi je fais les choses comme ça à ma table. C'est ce que j'ai expliqué dans Sombre 11. Voyez si vous ça vous intéresse. Et puis si c'est pas adapté à ce qui est bon pour vous, faites votre tambouille à votre table et ça ira bien. Mais soyez conscient qu'il faut juste réfléchir à ces questions parce que même dans le cadre d'un jeu d'horreur, ça reste pertinent. C'est pas juste la question de la sécurité émotionnelle ne se pose pas uniquement dans le cadre du jeu d'aventure qui déraperait vers l'horreur. Ça se pose aussi dans le genre horrifique. Et d'ailleurs, au niveau du cinéma, en particulier du cinéma américain, mais ça existe aussi en France, tu as tout un dispositif institutionnel qui encadre ça, ouais, tout à fait. qui note les films pour donner des indications préalables aux spectateurs. En France, c'est -12, -16, -18. Aux États-Unis, c'est PG-13, R, NC-17, etc. Donc, il y a des systèmes de notation avec des institutions derrière qui jugent de l'abrasivité des œuvres. Donc, avec ce modulo, pour en revenir à tes questions originelles, qui était la différence entre la peur ludique et le malaise réel des joueurs, il faut bien voir qu'au cinéma, comme en jeu de rôle, le dispositif narratif produit de facto une distance. Ouais. Sauf maladie mentale, peut toujours exister. Mais tu n'auras jamais peur autour d'une table de sombre comme tu as peur dans la vraie vie. J'imagine que tu as déjà eu peur dans la vraie vie. Oui, a priori. Ouais. C'est une expérience commune, en fait. Ah oui. C'est pas du tout une sensation agréable. C'est un mécanisme de défense, de survie, en fait. Ça existe pour mettre ton corps en position optimale de survie. C'est pas du tout une sensation agréable. Ça le devient lorsque tu regardes un film, parce que le dispositif cinématographique distancie ce qui se passe de l'écran, ce qui se passe à l'écran, de ta propre existence. Dire Nancy Thompson les galères face à Freddy Krueger, et toi tu reprends du popcorn, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui rend le truc cool. Il y a à la fois ce que tu vois sur l'écran, mais simplement le fait que c'est sur un écran et que c'est pas toi qui le vis, ça produit une distance qui rend l'expérience agréable. Et ces distances existent en jeu de rôle. Ton personnage galère dans la fiction et toi tu reprends le chips. Le truc, c'est que si tu veux que l'expérience soit efficace, il faut que d'une manière ou d'une autre, tu arrives à casser cette distance, à immerger le joueur dans son personnage ou à produire une sorte d'identification entre le spectateur et Nancy Thompson, de manière à ce que ce qui arrive au perso par une sorte de mimétisme. Ouais, d'entraînement narratif. C'est une courroie de transmission narrative, finissent par susciter une émotion, des émotions chez le spectateur ou le joueur. Donc, il y a le dispositif narratif distancie, mais en même temps, il y a une pure zone grise parce que tu essayes en fait de réduire la distance pour que l'expérience soit intense, donc agréable, parce que c'est ce que tu recherches. Tu recherches, quand tu regardes un film, tu recherches l'intensité de l'émotion. Quand tu regardes un film d'horreur et que tu ressens rien, tu dis oh bah c'était un peu naze quoi. Ouais, c'est clair. Je n'ai même pas flippé. Ça fait pas peur ce film. C'est une des critiques. C'est une des critiques que tu entends les plus souvent sur le genre. Ah ouais mais attends le film machin là, bah, c'était nul, ça faisait pas peur. Bah alors en fait c'est parce qu'en fait l'expérience n'est pas efficace. Donc tu cherches à toucher les gens, mais si tu y arrives,
du coup, tu peux obtenir des réactions qui peuvent être parfois désagréables. Parce qu'à la base, les émotions que tu vas susciter sont des émotions négatives. La peur et le dégoût, c'est pas des émotions positives. Tu travailles dans la comédie, le rire, c'est une émotion positive. Ouais. Tout le monde a envie de rire, c'est sympa, c'est fun. Puis on rit beaucoup quand on joue au jeu de rôle, y compris à sombre, c'est fun. Mais si tu recherches à produire des moments de peur ou de dégoût, ce sont fondamentalement des émotions négatives. C'est un peu ce côté, quelque part, montagne russe, tu vois. Quand tu montes dans le manège, tu sais que tu vas avoir peur, tu sais que tu vas faire des loopings, que tu vas te retrouver à des hauteurs pas possibles, etc. Mais au final, en bout de course, t'es venu pour ça. Donc, D'une part, t'es venu pour ça, et ça reste agréable parce que tu as confiance dans le dispositif. Tu sais qu'en fait, ton wagonnet, il va pas décoller du rail, et que la ceinture de sécurité, elle est bien solide, que l'arceau de sécurité auquel tu es accroché, il va pas se déboulonner, tu vois. Tu as confiance en ça. Des fois, ça arrive, hein. Des fois, il y a des accidents. Il y a des gens qui décollent des manèges, des roller coasters. Mais c'est absolument rare. Fondamentalement, sur les questions de sécurité émotionnelle, rien ne remplace la confiance réciproque et la communication autour de la table. Tu peux avoir tous les dispositifs que tu veux par-dessus. Fondamentalement, ce qui fait que l'expérience va être positive, intéressante, satisfaisante, efficace, et que s'il y a dérapage, ça va se gérer facilement. C'est la confiance qu'il y a entre les gens, en fait. Ouais, clairement. C'est ça le truc, en fait. Et en général, alors c'est pas mon cas. Ma table est particulière à ce niveau-là, c'est que très souvent je mène avec des gens que je connais pas ou peu, parce que je fais énormément de démonstrations. Je fais des animations aussi chez des particuliers ou dans des institutions comme des bibliothèques, des médiathèques, ce genre de trucs. Et puis je même très souvent en convention. Donc j'ai très souvent à ma table des gens que je ne connais pas, mais dans la plupart des cas, c'est une expérience atypique. Dans la plupart des cas, les gens qui jouent à sombre jouent entre amis. Tout à fait. Donc en fait, si tu n'arrives pas à faire confiance à tes potes pour qu'une partie de jeu de rôle se passe bien, change de pote en fait. Il y a un truc qui va pas en fait. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu peux mettre toutes les ceintures de sécurité que tu veux. Le premier truc qui fait que dans la voiture, t'es tranquille, c'est que tu as confiance dans le conducteur. Ouais, clairement. C'est-à-dire que tu dis, il n'y a pas de risque zéro, mais il y a quand même, c'est pas un fou du volant, et puis il n'a pas bu 8 shots de vodka avant de prendre la voiture, ça va le faire. Donc et voilà, on a tout dit, hein. Donc la communication et la confiance, les amis. Bien sûr. Alors, derrière justement, on parlait tout à l'heure un peu de ce côté protéiforme du système de sombre, et alors c'est marrant parce que du coup, tu vois, j'ai rebondi justement sur le réel qu'a fait Cyril, le MJ masqué, il y a quelques jours de ça, où il parlait justement de sombre et il disait que c'était super cool parce qu'on pouvait l'adapter à tous les types de films d'horreur quelque part. Et donc voilà, donc effectivement ça, ton système va se décliner sur plusieurs formats. C'est aussi pour ça que on peut l'adapter à énormément de choses. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, quels sont les formats et puis les particularités justement de ces formats? Ouais, alors en fait, je distingue système et format. D'accord. Il y a 3 systèmes pour sombre: classique, 0 et max, qui sont en fait des variations techniques sur les mêmes fondamentaux ludiques. Et ce sont la ramification technique de sombre est arrivée par le jeu, en fait. J'avais pas du tout prévu au départ. Je pensais pas que le premier numéro de sombre serait le numéro de sombre classique. Il n'avait pas de nom à l'époque, il s'appelait juste sombre, en fait. Il n'y avait pas classique derrière. Classique n'est arrivé que parce que j'ai développé 0 ensuite. L'idée, c'est comme la promesse de sombre, c'est la généricité horrifique et cinématographique, c'est-à-dire pouvoir jouer n'importe quel film d'horreur à sa table avec sombre, ce qui est extrêmement ambitieux quand on connaît la richesse du cinéma d'horreur. Moi, c'est un truc qui m'accroche à fond dans le genre. C'est qu'en fait, c'est riche d'une pléthore de sous-genres, pour raison purement commerciale. Il y a un mec qui a une bonne idée,
derrière, il y a 10 000 mecs qui reprennent l'idée pour essayer de faire du flouze avec. Tu vois, C'est ça. quand John Carpenter fait Halloween, ça donne envie à tout le monde de faire du slasher. Ah ouais, normal. Et John Carpenter lui-même s'est inspiré de proto-slasher qu'il y avait avant. Black Christmas, etc. Exactement. Donc, le résultat, en tout cas, c'est que le genre produit en permanence des sous-genres, juste pour se renouveler parce que le public se lasse, pour s'adapter à de nouvelles idées, à l'ère du temps, pour continuer à être efficace et gagner de l'argent au box-office. Et puis, tu as des gens aussi qui ont des vraies démarches artistiques et créatives et qui cherchent à faire des choses personnelles à l'intérieur du genre. Et tout ça, ça produit une richesse colossale. Pour essayer de rendre ça en jeu de rôle, je me suis rendu compte à l'usage qu'un seul système, c'était pas suffisant. Donc, j'en ai produit 3. Le sombre classique, alors, le résultat de ça, c'est qu'il y a en fait 3 livres de base dans la gamme sombre. Parce que sombre, je le publie sous forme de revue. Physiquement, chaque numéro de sombre, c'est un petit fascicule de 72 pages au format A5. Des fascicules, j'en ai sorti 32 à l'heure actuelle, et c'est pas fini. Mais ces fascicules sont organisés comme une gamme de jeux de rôle, c'est-à-dire avec livres de base et suppléments. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas grand-chose aux jeux de rôle, les jeux de rôle, ça se vend avec des gros bouquins bien épais, qu'on appelle des livres de base, dans lesquels se trouvent les règles, d'une description de l'univers, souvent un scénario de découverte, et des suppléments qui, comme leur nom l'indique, apportent du matériel additionnel, des règles complémentaires, d'autres scénarios, des descriptions supplémentaires de coins de l'univers qui n'avaient pas été abordés ou très vite dans le livre de base. Des campagnes aussi, c'est-à-dire des scénarios qui peuvent se jouer sur de nombreuses sessions. Et en fait, la revue sombre est structurée de cette manière-là, donc avec livres de base et suppléments. Comme il y a 3 systèmes pour sombre, il y a 3 livres de base pour sombre. Donc le sombre 1, le premier numéro que j'ai sorti, est le livre de base de ce qui est devenu sombre classique avec le temps. C'est un système qui est qui est assez lourdement orienté horreur psychologique. Il est simple, vraiment simple, mais il est articulé avec un système de personnalité en 3 phases, elles-mêmes appuyées sur des cartes au format Magic, tu vois, sur lequel sont écrites ce qu'on appelle en théâtre des didascalies, des indications de jeu, pour jouer la psychologie du personnage dans la phase dans laquelle il se trouve. Pour être plus clair, tu commences à l'équilibre mental, tu dégringoles de phase en phase jusqu'à la folie, moment où ton personnage ne devient plus jouable, il devient un PNJ, c'est le meneur qui récupère. Entre-temps, t'es passé d'une phase à l'autre, d'une carte de personnalité à l'autre, et sur chaque carte, il y avait un petit texte pour te donner des idées, pour jouer ton personnage dans la phase dans laquelle il se trouve. Sachant que le jeu propose 24 personnalités, chacune organisée en 3 phases. 24 x 3, 72 cartes. C'est-à-dire qu'au départ, la création de ton personnage, tu as l'option de 24 personnalités pour ton jeu, pour ton personnage. Et ça te donne donc 24 pistes de roleplay différents, qui sont des pistes de roleplay évolutives, parce que quand tu choisis ta personnalité, tu reçois tes 3 cartes. Sur tes 3 cartes, il y a la description de tes 3 phases, et ces 3 phases qui constituent un arc psychologique, comme on en voit au cinéma. L'écriture, en particulier l'écriture cinématographique, en particulier américaine, c'est une écriture en arc psychologique et un arc scénaristique. Dans les films d'aventure, l'arc, il va vers le meilleur. Marty McFly, il y a des problèmes au début du film, et puis dans le cours du film, il règle tous ses problèmes, et en même temps aussi ceux de ses parents, et à la fin, tout va bien. Donc il a progressé dans sa personnalité, ça va mieux. Dans les films d'horreur, c'est l'inverse, parce qu'au début, tout va bien, tu balades dans la forêt, c'est cool. Et puis dans le cours du film, tu te rends compte que dans la forêt, il y a des cannibales qui se planquent, et puis il y a tout un tas de bestioles, etc. Donc ça va de moins en moins bien, puis tes potes ils meurent et tout, et c'est la dèche. Et à la fin, t'es toute seule dans un pick-up pendant que t'as un type qui danse avec sa tronçonneuse au loin. Et donc ta personnalité va vers le bas. Et c'est ce qu'on joue à sombre classique.
Le deuxième système sombre, c'est Sombre Zéro, dont le livre de base est le numéro 6. Et ce système, à la base, est une version très simplifiée, encore plus simple, de Sombre classique, qui évacue les cartes de personnalité, qui ne se joue qu'avec des petites tuiles au format 6 cm par 6 cm, grosso modo la taille des tuiles des loups-garous de Terre-sur-Lieu, tu vois. Et qui constitue en fait une feuille de personnage complète où il y a toutes les statistiques de ton perso. Ça permet de jouer des parties très très courtes, mais démonstration au format flash en 15 minutes. C'est avec Sombre Zéro que je l'ai fait. Et ça permet d'avoir un système qui est très accessible aux gens qui n'ont pas d'expérience du jeu de rôle et voire même pas beaucoup d'expérience du jeu de société. Moi, je fais des démonstrations en convention très souvent avec des gens dont le seul horizon ludique, c'est le Monopoly et ouais. Risque. Ouais, ça. Donc en fait, là, c'est vraiment, vraiment très utile pour intéresser ces gens, les accrocher et que leur expérience de jeu soit cool, d'avoir un système qui est très simple et très accessible. Bah c'est exactement de ça que je parlais, notamment tout à l'heure quand je parlais d'efficacité redoutable. Tu vois, parce que c'est vrai que ce système zéro, avec en plus une gradation quand tu regardes un petit peu, quand tu lis du coup je crois que c'est dans le livre de base où tu proposes même des sous-systèmes avec le Redux et le Redux Premium. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc qui permet de réduire notamment le taux de mortalité, etc. Ouais, voilà, pour encore une fois pour s'adapter à la richesse du cinéma d'horreur, en fait, pour essayer de cartographier au mieux le genre et le restituer en jeu de rôle. Et Zéro, ça permet aussi physiquement, comme les aides de jeu sont de taille très modeste, ça permet de jouer dans des lieux où a priori on n'attendrait pas du jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, iconiquement, quand tu vois les représentations du jeu de rôle sur table, c'est des grandes tables avec plein de matos dessus. Hein. Le meneur, il a un écran. Le meneur, il a un écran, il a 25 bouquins, il y a peut-être son ordi derrière l'écran. Chaque jour, à une feuille, il y a plein de dés, il y a des chips partout, il y a des pistes pour lancer les dés, etc. Ouais, enfin, les figurines, les battle maps, les projecteurs, exactement. Tout ce que tu veux. Ouais. Les gens qui friment avec des setups de tarés sur internet, c'est des tables qui font 5 mètres de long, quoi. Regardez, dans ma cave, j'ai fait une auberge médiévale avec une table pour jouer, et la table, regardez, elle fait 6 mètres. Enfin, c'est ça. Et du coup, on imagine, si on a cette image du jeu de rôle dans la tête, on imagine mal qu'on puisse jouer sur un guéridon de café, dans un train, sur le zinc d'un bar, sur une table à la cantine avec les collègues à midi, ou avant un concert de black metal. Et ben en fait, avec Sombre Zéro, tu peux jouer sur la plage avec tes petites aides de jeu en papier. Il suffit juste d'avoir un endroit pour lancer un dé et c'est bon, quoi. T'as même pas besoin de crayon, en fait. Ah oui, clairement. Juste un dé à 6 faces et tes petites aides de jeu que moi je transporte dans un petit sac que je mets dans ma poche, en fait. J'ai toujours du sombre avec moi, je mets mon petit sac dans ma poche, et dans ce petit sac, j'ai qui tient sur une poche de pantalon, j'ai une dizaine de scénarios tout prêts à jouer, en fait, avec les dés. Sur Sombre Zéro. Et le troisième système, c'est Sombre Max. Et Sombre Max, dont le livre de base est le numéro 9, qui est un système pour jouer des actionneurs horrifiques, des films d'action et d'horreur à la Predator. Ouais. Je suis un immense fan de Predator. Oh oui. Ouais, super bien écrit. Super bien filmé, mais super bien écrit. Et en fait, et de manière générale, les actionneurs horrifiques, ça me parle. J'aime Alien, je préfère le deuxième Alien au premier. Je kiffe Vampire de Carpenter, j'aime Dog Soldiers, et j'aime le Terminator 2, qui est un action horrifique. Ouais. Le premier est un film d'horreur, ok, on est d'accord, mais le second est un action horrifique. Et en fait, je voulais pouvoir jouer ça à sombre, d'abord par goût personnel,
mais aussi parce que je me suis rendu compte que quand j'improvisais des parties, ce que j'appelle un quick shot, une partie improvisée à partir d'un brainstorming réalisé en commun avec les joueurs au début de la séance. Donc tu viens, t'as rien préparé comme les joueurs en fait, hein, parce que les joueurs, la préparation pour une partie de jeu de rôle, c'est j'achète des chips. Voilà. À peu près. Ouais, c'est ça. Donc tu viens, tu t'es comme eux en fait, t'as juste ces chips, tu t'assois à la table et puis tu leur dis qu'est-ce que vous voulez jouer. Voilà. Et à partir de leurs réponses, tu improvises ta partie en t'appuyant sur les outils techniques que te donne Sombre. Et ça, en faisant ça, en fait, assez souvent, lorsque je le fais avec des gens qui n'ont pas d'expérience préalable de Sombre et qui ont peut-être une culture horrifique légère, hein, ils connaissent les grands standards du genre, mais ils sont pas particulièrement fans, mais ils ont envie de découvrir Sombre parce que c'est cool. Et bien souvent, en fait, j'ai des propositions qui tirent beaucoup vers l'aventure. En particulier, je me suis retrouvé à improviser du western horrifique. Cool. Je suis gros fan de Vorace, quoi. Ouais. Trop bien ce film. Et en fait, le truc, c'est que tu peux mettre de l'horreur sur tout. C'est un truc que j'adore. Je veux dire, c'est comme le Nutella ou la mayonnaise, hein, t'en tartines surtout. Tu peux avoir une approche horrifique de quasi n'importe quel sous-genre. Le truc, c'est que quand tu fais du western horrifique, les codes du western sont tellement puissants, c'est un genre tellement codifié qu'en fait, c'est difficile d'aller contre la pente aventureuse. Parce que dans le western, les joueurs vont avoir envie de jouer plutôt des pistoleros, des gunmen, que des péons, tu vois. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait, si tu joues avec un système avec Sombre classique qui est fait pour jouer des victimes horrifiques pures, et à un moment, il y a il commence à y avoir un fossé très important entre la représentation mentale qu'ont les joueurs de leurs personnages et ce que les personnages sont effectivement capables de faire dans le cadre de la diégèse, parce que ça, c'est cadré par les règles. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu imagines que tu as le pistolero le plus rapide de l'Ouest, et que tu veux tirer sur quelqu'un, il va falloir réussir un jet, et à Sombre, dans les meilleurs des cas, c'est 12 sur 20. Et le meilleur pistolero de l'Ouest, il parle 12 sur 20 en réalité. Donc, à un moment, en fait, tu vas rencontrer ce que j'appelle le mur technique, c'est-à-dire quand on en arrive à appliquer les règles, et tu te rends compte que ton pistolero, en vérité, il n'est pas si pistolero que ça. Et ça pose des vrais problèmes parce que tu cherches à immerger le joueur dans son personnage. Et si en fait, à un moment, il se rend compte que le perso, c'est pas ce qu'il imaginait qu'il était, l'immersion, elle se barre en couille. Ouais, tu sors de l'histoire. Ouais, ça fonctionne plus aussi bien, c'est plus aussi efficace. Donc je m'en étais rendu compte, et c'est pour ça que je voulais développer Max, un système dans lequel les victimes ne sont plus ordinaires, elles sont badass. Les Dutch dans Predator, il est badass. Alors, les commandos de Predator mangent comme des tarés. 6 au départ, 1 à l'arrivée. Ouais, par chance. Schwarzenegger, par chance. Et intelligence. C'est-à-dire qu'il coupe le contrepoids de son piège et ça écrase le Predator. Et ça, c'est de la chance. Il découvre par hasard que la boue le rend invisible au senseur thermique de l'antago. Mais du coup, ça, c'est un coup de chance, mais derrière, il l'exploite. Ouais. Et puis, il provoque le Predator parce qu'il a compris que l'autre, c'était un chasseur et qu'il avait un désavantage qui est un code de conduite, qui s'appelle honneur de chasse, et qu'en fait, qu'il le contraint à se délester de ses armes à énergie pour avoir un combat qui devient plus équilibré. Il a plus ses chances. Donc, tu vois, il y a tout un tas de trucs. Il y a de la chance, mais aussi l'intelligence du joueur derrière, qui comprend comment fonctionne l'antago et qui essaye de réagir en fonction pour tirer son épingle du jeu. Tu vois. Je trouve ça super intéressant. Mais la base du truc, c'est que au départ, les personnages sont posés comme badass. Quand ils nettoient le village de Guerrillero au début du film, ils se la racontent. Carrément. Il y a zéro risque. En fait, ils font des blagues et tout, et ils se la racontent. Ils prennent des risques inconsidérés. Il y a zéro problème. Les vrais risques arrivent quand le Rasta de l'espace débarque.
Ouais, ça se pointe. Là, c'est le vrai antago horrifique qui arrive. Et là, on bascule en survival pur. Ouais, tout à fait. Et là, du coup, Blaine meurt, Mac meurt, Billy meurt, etc. Et t'es dans une logique de survival proche du slasher, avec une chaîne de meurtre et tout le bordel. Et en fait, pour jouer ça à sombre, ce que je trouve super cool, il faut un système spécifique, et ce système, c'est Max. Un système dans lequel les victimes sont badass, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont comme Dutch, dures à cuire. Tu vas pas pouvoir les one-shotter aussi facilement que tu one-shot des victimes de sombre classique ou de sombre zéro. Donc, mécaniquement, elles vont durer plus longtemps. Et dans un jeu qui est basé sur l'attrition, hein, le principe général de technique de sombre, c'est l'attrition. Ça va de moins en moins bien. Tu joues une victime, donc forcément, tu vas vers le bas. Tu vas vers le bas physiquement. Ouais, la pente est descendante, physiquement et psychologiquement. C'est de cette manière-là que sont structurées les histoires d'horreur. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Si ça va mieux en mieux, tu es dans un film d'aventure. Clairement. Donc en fait, quand le système est fondamentalement appuyé sur des principes d'attrition, ce qui fait la puissance, c'est pas de taper fort, c'est d'encaisser longtemps. Parce qu'à un moment, à force de taper, même si tu ne tapes pas si fort que ça va finir par faire la différence si tu arrives, toi, à encaisser longtemps. Et c'est ce que propose Sombre Max. Hein. Un système spécifique pour jouer des actions horrifiques, ce qui permet de faire du Predator-like, ce qui permet de faire des westerns horrifiques, ce qui permet de faire du Alien 2, tranquille, sans avoir besoin de tricher, parce que moi, je mène sans écran, donc je fais tous mes jets devant les joueurs, triche absolument jamais. Ça met bien la pression. C'est super cool. Hein. Parce qu'en général, en jeu de rôle, quand le meneur triche, c'est généralement en faveur des joueurs. C'est-à-dire, tu fais les jets derrière ton écran pour que quand tu fais le super coup critique qui va tuer le paladin au début du combat, tu puisses décider que en fait non, c'était juste une blessure ordinaire. Ouais. Et le paladin il continue. Tu triches toujours pour les joueurs. C'est pour ça qu'en fait, les joueurs, ils tolèrent beaucoup cette triche-là. Parce qu'ils savent que dans 99% des cas, c'est à leur avantage. Oui, ça sert l'histoire. Le meneur, ça sert leur condition de héros. Ouais. Hein, ils sont des héros et du coup, même quand les règles sont pas tout à fait bien calibrées pour jouer des héros, parce que de temps en temps, il y a un petit jet qui rip et qui planterait Frodon juste à la sortie de la comté, ce qui est pas cool. Ouais, t'as envie qu'il arrive au moins à dans ces moments-là, en fait, comme le meneur a son écran, il fait semblant qu'il n'a pas vu son super jet de dés et puis il triche. Donc du coup, la triche est parfaitement institutionnalisée et acceptée par les joueurs. Ils savent que c'est cool pour eux. Du coup, quand tu vires l'écran et que tu fais tous les jets devant eux et que tu appliques et que moi, non seulement je fais tous les jets devant eux et j'ai toutes les aides de jeu sur la table. Ouais. Tous les stats blocs des antagos, parce que c'est une autre manière de tricher, c'est en fait de faire les jets devant les gens, mais de pas dire quels sont les stats des antagos. Du coup, tu mens un peu, tu dis non, finalement c'était foiré ça. Alors qu'en vérité c'était réussi, mais comme t'avais pas mentionné préalablement le niveau de ton PNJ, ça pose pas de problème de dire que c'était foiré. Ouais. Mais moi j'ai toutes mes aides de jeu devant, je fais tous les jets devant le joueur, j'applique ces règles à la lettre, donc en fait il y a zéro triche. Ça veut dire que je ne peux pas, par la maîtrise, rattraper des foirades de design. Si c'est mal branlé dans les règles, ça va se voir tout de suite quand je vais mener, parce que ça va poser des problèmes. En fait. Ouais. On va obtenir une expérience de jeu qui n'est pas celle que je recherche. D'où l'intérêt du playtest. Hein. Playtest, c'est exactement ce que j'ai écrit, et comme ça je vois si ça tient debout ou pas. Et donc, quand je veux une expérience de jeu spécifique, jouer des victimes badass, des parties qui ressemblent à Predator, il faut en fait que j'aligne le système avec cette ambition. Parce que comme je l'applique exactement comme je l'ai écrit et comme je triche pas sur les jets de dés, en fait, si le système n'est pas pile poil tuné pour ça, ça va foirer en fait. Il faut que ce soit cohérent. Ouais. Il faut que du design jusqu'à la table, on soit sur la même ligne. En fait. Ouais. C'est comme ça que tu obtiens
l'efficacité radicale dont tu parlais là. Ouais, redoutable. Redoutable. Alors, tu parlais justement de game design là, à l'instant. En jeu de rôle, là en l'occurrence, est-ce que c'est plus facile, à ton avis, d'enlever des règles ou d'en rajouter? Oh, c'est plus facile d'en rajouter, clairement. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux rajouter tout ce que tu veux en te disant que derrière, les meneurs vont faire le tri. Voilà. C'est-à-dire que je rajoute un sous-système ici, une petite règle à la con là, un machin pour gérer les pétards de feu d'artifice, j'en sais rien. Et puis de toute façon, ça servira une partie sur 100. Et puis si ça sert jamais, c'est pas grave. Le mineur, il va juste l'oublier dans un coin et c'est pas un souci. Quand tu retires des règles, ou quand tu simplifies les règles, ce qui est deux choses différentes. La règle existe toujours, mais elle a moins de granularité. Elle est moins complexe. Et ben en fait, là, tu dois sacrifier des choses en fait. Ouais. Tu dois renoncer à certaines choses, et donc il faut faire des choix. Là, tu dois choisir. Rajouter, tu dois pas faire des choix. Tu donnes des options en plus. Ouais. Quand tu simplifies, tu dois renoncer à des trucs. Et toute l'histoire de Sombre, du développement de Sombre, pour arriver à Sombre classique, c'est une histoire de simplification. Ensuite, comme je l'ai dit, le jeu a acquis sa propre logique de design, et qu'ensuite, quand j'ai développé les systèmes suivants, c'était dans une logique différente, c'était une logique vraiment de développement. Mais au départ, l'idée c'était simplifier Cult. Le Cult que j'ai joué, ouais. Alors c'est pas le Cult qu'on trouve actuellement en boutique parce qu'ils ont radicalement changé le système pour la 3e édition. Mais l'édition que j'ai jouée, c'était un système vraiment hyper touffu. Et du coup, il y a plein de choses qu'il y avait dans Cult que je pensais essentielles. Je me disais, il est faux parce qu'en fait, je les vois dans tous les systèmes de jeux de rôle, tous les systèmes de jeux de rôle d'horreur, l'appel de Cthulhu ou Chill, n'importe quel jeu de l'époque, les présente. C'est donc qu'en fait, c'est nécessaire. Ouais. Donc, comment est-ce que je fais pour conserver tout ça, mais que ce soit quand même suffisamment simple pour que j'arrive à m'en dépatouiller à ma table. Donc, c'est des vraies questions difficiles. La simplification, c'est complexe. Et en fait, il faut, à un moment, il faut que tu acceptes de sacrifier des choses sur lesquelles tu as beaucoup travaillé. Il y a des sous-systèmes entiers que j'ai virés, sur lesquels j'avais passé des dizaines, des centaines d'heures de design, d'écriture, de playtest. Et j'ai viré. Parce que je me suis rendu compte que c'était en fait pas essentiel, que ça n'apportait pas des choses que je trouvais suffisamment utiles pour que ça justifie la complexification. Et puis, il faut que tu acceptes aussi que plus tu simplifies, plus tu tends à l'abstraction. Typiquement, j'avais pour Sombre classique, j'avais un système de localisation, qui est un truc qu'on trouve très souvent dans les jeux de rôle. Typiquement, quand tu fais une attaque, les jets que tu fais t'indiquent quelle est la partie du corps de ton adversaire que tu touches. Ouais. Tu tires sur quelqu'un, ou si tu lui mets un coup, tu sais si tu l'as atteint à la tête, au torse, ou à un bras, etc. Et en fonction de ça, tu as des effets variables. Si c'est à la tête, ça peut faire plus mal, ou ça peut rendre inconscient, des trucs. Ouais. J'ai essayé très longtemps de faire fonctionner ça, échec sur échec sur échec sur échec. Et tout ce qu'il en reste maintenant, c'est le report de lecture entre le D20 et le D6. Une mécanique que je ne vais pas expliquer là dans l'instant, mais les gens qui connaissent Sombre le sachent. C'est en fait le seul vestige de tout un sous-système de localisation qui, initialement, représentait plusieurs pages de texte. En fait. D'accord. Et du coup, maintenant, les gens ne réalisent plus que juste la mécanique de dommage est un vestige très ancien de la localisation. Parce que, en fait, la mécanique actuelle est beaucoup plus abstraite que ne l'était la règle initiale. Dans la règle initiale, tu avais des silhouettes de localisation avec des numéros, tu cochais des cases, etc. C'était très concret. Tu voyais la silhouette de ton personnage sur ta feuille de perso. J'ai viré ça. Et donc, il faut accepter ça. Il faut accepter que la simplification te mène vers un plus grand degré d'abstraction. C'est pas nécessairement
quelque chose qui est intuitif dans le game design pour tout le monde, en fait. Et c'est pas forcément quelque chose qui est facile à accepter. À un moment, il faut que tu saches jusqu'où tu veux aller dans l'abstraction, jusqu'où c'est pertinent, en fait, en fonction de ce que tu veux faire. Et typiquement, à un moment, je me suis demandé si sombre, ça ne devait pas être sombre 0 tout seul, en fait. Est-ce que une fois que j'avais simplifié sombre classique, qui à l'époque s'appelait pas classique, pour produire 0, est-ce que la forme définitive de sombre, c'était sombre 0? Et puis, en fait, donc j'ai vachement réfléchi à ça. Et en fait, ma réponse, ça a été non. C'est-à-dire que sombre classique, qui est moins abstrait que sombre 0, il y a encore deux jauges, corps-esprit, tu vois, tu coches en descendant, il y a les cartes de personnalité. C'est une représentation plus concrète du personnage. En fait, ça avait sa propre valeur. Et la version plus simplifiée, celle de 0, avait aussi sa propre valeur. Et les deux pouvaient coexister en même temps pour, en fait, m'aider à étendre le spectre de sombre pour réaliser cette promesse initiale qui est la peur comme le cinéma. Tout à fait. Alors c'est vrai que on en parlait du coup, la peur comme au cinéma, ça passe par plein de thèmes variés. Donc tu as écrit aussi bien du slasher que du gothique, que du fantastique, des choses un peu plus psychologiques. Est-ce que tu as vraiment un sous-genre de l'horreur que tu as identifié qui serait peut-être le plus difficile à faire jouer en jeu de rôle et pourquoi? Alors basiquement, pour revenir à ce que je te disais au début de notre entretien, il y a certaines formes du cinéma qui sont très cinématographiques, très visuelles ou très audiovisuelles, qui sont plus difficiles à porter en jeu de rôle parce que comme tu n'as pas l'immersion par l'image et par le son, tout repose sur la capacité descriptive du meneur. Pour parler clair, je pense que c'est intrinsèquement difficile de faire du torture porn ou du body horror en jeu de rôle. Parce qu'en fait, ça repose beaucoup sur le visuel, la capacité à montrer des actes de torture, à montrer des corps déformés à l'écran, avec des effets pratiques et de la CGI, quoi. Et en fait, ça repose beaucoup sur le talent du meneur. Il y a des meneurs qui vont faire ça sans grande difficulté. Il y en a d'autres, ils vont galérer comme des tarés, ça va rien rendre. Et à ce niveau-là, ce que je vais pouvoir leur fournir comme appui technique ne va pas vraiment les aider. Donc là, tu vois, il y a une difficulté intrinsèque. Dans ce que j'ai publié, pour des raisons purement narratives, le slasher est difficile. Ah ouais? Ouais. Alors, j'explique. Parce qu'en fait, souvent, le grand public confond survival et slasher. Dans l'esprit des gens, mais en fait, les deux sous-genres sont connexes, mais pas identiques. Le scénario type de sombre, tout système confondu, c'est un survival. Donc, narrativement, qu'est-ce que c'est qu'un survival? C'est un scénario qui commence avec une situation de survie, qui va ne faire que pourrir et se dégrader à mesure que se déroule la partie. Au départ, on est dans une baraque en pleine apocalypse zombie avec des zombies qui font siège. Et puis, dans la baraque, on se rend compte qu'il y a un psychopathe avec un M16 et qu'il est complètement fou. Et puis, les zombies vont vouloir rentrer, etc. Ça va se barrer en couille. Voilà. Ouais. Ça, c'est un survival. Dans cette structure-là, tu mets la pression petit à petit, mais les vrais gros risques de mourir sont à la fin. Au climax, les zombies sont dans la baraque. Le type complètement fou tire sur tout le monde et là, tu as des chances de perdre ton personnage. En jeu de rôle comme en cinéma, ça pose aucun problème. Les personnages meurent à la fin, c'est pas un souci. Si tu perds ton perso à 10 minutes de la fin de la séance, c'est pas grave. Ouais. Pendant 10 minutes, tu regardes les autres joueurs jouer. La séance a duré 6 heures, c'est pas grave. T'es pas dans la dernière minute. T'as pas survécu à la partie. C'est un film d'horreur. Ouais. Normal. Maintenant, un slasher, c'est une structure différente parce qu'un slasher, c'est une chaîne de meurtres. Dans un slasher moderne, à l'écran, c'est une mort toutes les 7 à 10 minutes. Il y a plus de morts dans les slashers modernes que dans les slashers 80s. Et la première mort, c'est juste après l'exposition. C'est 15 premières minutes.
Donc, si tu essaies de transcrire ça en jeu de rôle, ça veut dire que le premier joueur, il perd son perso 15 minutes après le début de la partie. Et la partie, elle va peut-être durer 4 heures. Ouais, compliqué. Qu'est-ce qu'il fait pendant les 3h45 suivantes, là? J'espère que tu as une PlayStation chez toi, en fait. Mais oui, parce que sinon le type, il est venu pour me bouffer les dessus pendant 4 heures, et en fait, il a joué 15 minutes. Et puis c'est mort, parce qu'il n'a plus de perso. Mais oui. En jeu de rôle, plus de perso, plus de jeu. Au cinéma, quand les personnages y meurent, c'est pas un problème. T'es dans un slasher, tu vois Jason démonter des gens à la machette, t'es venu pour ça, t'es venu là pour ça. Plus il en tue, plus c'est cool. De toi, ce que t'attends, c'est que les meurtres soient imaginatifs et tout, qu'il y ait un bon rythme, que ce soit sympa, que la final girl elle soit cool et que les personnages soient bien typés. Mais en fait, qu'ils meurent les uns après les autres, c'est pour ça que t'es là. Mais en jeu de rôle, c'est un vrai problème. Tu perds ton perso, tu joues plus. Donc il y a une vraie difficulté narrative à faire du slasher pour cette raison. J'ai fait un numéro de sombre, spécial slasher, le numéro 8, dans lequel je propose 2 slashers, un slasher old school à la vendredi 13 et un méta-slasher à la Scream, un slasher dans lequel les victimes savent qu'elles sont dans un slasher. Ces 2 scénarios que je ne peux pas faire jouer en sombre classique. Ce sont 2 scénarios qui se tournent en sombre 0 parce que en fait, ce sont des scénarios qui proposent plus d'une vingtaine de personnages pré-tirés. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu joues ces scénars, tu as une pioche de personnages au centre de la table. Tu prends un perso, tu le joues, il crève dans d'atroces souffrances. Tu reprends un autre perso, tu le rejoues, il recrève dans d'atroces souffrances. Et tout le monde fait ça autour de la table pendant 4 heures. Et ça produit la chaîne de meurtre qui fabrique mécaniquement un slasher. Et ça, c'est pas réalisable en sombre classique parce que le format des feuilles de personnages sombre classique, c'est le A4. Imagine 22 A4 au centre de la table. C'est le bordel. C'est compliqué. Ben oui, alors que 26 tuiles format tierce-lieu au centre de la table, ça passe crème. Et en fait, le slasher, c'était un de mes objectifs de design depuis le début du jeu parce que j'avais alors, pas tant parce que j'étais fan du sous-genre, mais parce que j'avais conscience que c'était un vrai challenge de design ludique. Ça va vraiment contre le dispositif ludique tradi que j'utilise. Parce que dans les dispositifs tradi, quand tu perds ton perso, la partie est terminée pour toi. Donc du coup, s'il y a un perso qui est perdu sur 4 heures, au milieu de la partie, c'est pas très grave. Je prévois toujours ce que j'appelle des jokers, c'est-à-dire des personnages de remplacement que je peux donner aux joueurs pour qu'ils continuent à jouer, même s'ils ont perçu leur perso originel. Mais je ne peux pas faire ça 20 fois dans la partie. Non. Pas si c'est pas prévu au départ, pas si j'ai pas un système qui est dédié. Donc là, ça c'est une vraie difficulté intrinsèque du slasher, qui est un vrai sous-genre cinématographique. Il y a des gens maintenant qui écrivent des slashers en littérature, mais le sous-genre est né au cinéma pour une raison simple, c'est qu'en fait il fonctionne très bien avec le dispositif narratif cinématographique. Les spectateurs, quand les gens meurent à l'écran, ils restent dans la salle, personne ne sort de la salle, tu restes jusqu'à la fin du film, il n'y a aucun problème. C'est une des particularités du cinéma. Et cette particularité ne te transplace pas automatiquement en jeu de rôle. Parce que les médias sont différents, les dispositifs narratifs sont différents et physiquement, ça ne s'organise pas de la même manière. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'image en jeu de rôle et tout le monde est autour de la table. Ça marche. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de sombre, pour ceux qui auraient envie de se lancer, par quel numéro est-ce que tu conseilles de commencer ? Alors, de base, c'est exactement l'expression, comme c'est du jeu, il faut d'abord les règles. Donc, il faut un ou plusieurs livres de base. Je rappelle, sombre 1 pour sombre classique, sombre 6 pour sombre 0, sombre 9 pour sombre max. Et ensuite, les suppléments sont du matériel additionnel qui vont permettre de jouer plus, mieux, différemment, d'ouvrir
l'expérience de jeu, et puis aussi de pouvoir enchaîner sur d'autres parties si les premières immédiatement, si les premières ont plu à ton groupe d'amis. Donc, comment est-ce qu'on choisit les systèmes sombres qu'on va jouer? En fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit je choisis d'abord les systèmes que je veux, et ensuite je prends les suppléments qui correspondent à ces systèmes. Par exemple, je me dis sombre 0, c'est pas mal pour ce que je voudrais faire, parce que j'aime bien l'idée de faire des parties en 15-20 minutes. Et puis du coup, je prendrais bien sombre 8 parce que c'est du slasher. Bon, les formats sont un peu plus grands, genre un peu plus longs, 2-3 heures, mais on reste avec le même système, c'est assez cool. Ou alors, tu fais de la rétro-ingénierie, tu prends le problème à l'envers, tu te dis, je suis méga fan de slasher, j'adore Scream, j'adore Vendredi 13, j'adore Les Griffes de la Nuit, j'adore Halloween, je veux absolument jouer ça avec mes joueurs, on va s'éclater, tous mes potes sont fans de slasher, donc je prends Sombre 8 et derrière j'achète Sombre 6 pour pouvoir avoir les règles qui vont me permettre de jouer Sombre 8. Parce que le principe des gammes de jeux de rôle, c'est que les suppléments ne répètent pas, ne reproduisent pas le matériel qui se trouve déjà dans les livres de base. Ça évite de revendre aux gens le même texte à chaque bouquin. Donc, à la base, les questions qu'il faut se poser, c'est, bon, la première question, c'est une question de budget. Hein. Combien je veux acheter de numéros, déjà. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je vais vouloir faire avec Sombre? Est-ce que je veux jouer avec des enfants ou est-ce que je veux jouer avec des adultes? Est-ce que je veux jouer psychologique? Est-ce que je veux jouer action? Est-ce que je veux faire des parties courtes? Est-ce que je veux faire des parties longues? Est-ce que je vais jouer avec des débutants? Est-ce que je vais jouer avec des rôlistes expérimentés? Et en fonction des réponses à ces questions, tu choisis le ou les systèmes qui te conviennent. Et à partir de là, tu prends les suppléments qui correspondent à ces systèmes. Il y a sur le forum de Sombre, j'ai un site internet, le site internet officiel c'est terresétranges.net. Il y a un long post sur le forum qui est facilement accessible à partir de tout un tas de liens sur le site, qui est un guide d'achat très détaillé dans lequel j'explique aux gens de quelle manière aborder la gamme Sombre. Avec 32 numéros parus, c'est devenu absolument essentiel. Au début, quand j'avais que 2-3 numéros, la question se posait pas. Tu voulais du sombre, t'achetais tout, quoi. T'achetais 2-3 numéros. Mais maintenant qu'il y en a 32, la plupart des gens font des choix, ce qui est naturel. Et donc, j'ai un long guide d'achat pour orienter les choix des gens pour qu'en fait, ils puissent acheter le sombre qui correspond le mieux à leurs attentes et à leurs envies de jeu. C'est vrai. L'article est très très bien fait. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à se rendre sur terresétranges.net. Excellent site. Voilà, excellent site, tout à fait, de manière objective à 100%. Mais oui. Évidemment. L'objectivité. Avant tout. Et donc, c'est aussi justement, voilà ce que j'allais te demander, un des endroits où on va pouvoir trouver un peu les actualités de Sombre. Ouais, tout à fait. Je suis présent sur Internet. Obligatoire en 2026, bien sûr, pour faire connaître mes activités. Donc, terresétranges.net, d'un seul mot et au pluriel, terre au pluriel, étrange au pluriel.net. Donc ça, c'est le site auquel est accolé un forum dans lequel on discute de sondes, sur lequel les gens viennent faire des comptes rendus de leur partie et sur lequel ils postent aussi des scénarios de leur propre création. Donc il y a du matériel de by fan for fan gratuit qui est disponible sur le forum. Il y a un Instagram sombre _JDR _. Il y a un Discord sombre. Il y a une invitation permanente qui est accessible à partir de la homepage du site. J'ai des comptes professionnels Joanne Scipion sur Facebook et sur LinkedIn. Sur des comptes sur lesquels je ne parle que de son. C'est vraiment des comptes pro, donc je ne dérange pas les gens avec des photos de ce que je mange à midi ou de mes vacances ou que sais-je, ou de mes animaux domestiques. Je parle que de sombre sur ces comptes-là, donc on peut suivre l'actualité du jeu par ce biais. Je suis évidemment sur la majorité des forums rôlistes généralistes, Cassius No, la cour d'Oberon, Antre, la boîte à chimères, etc. Et sur lequel je fais du copier-coller de mes actus. Donc il y a
il y a tout à fait moyen de se tenir facilement informé de l'actualité de Sombre. J'annonce les sorties des nouveaux numéros, bien sûr, mais aussi les conventions auxquelles je participe, de manière à ce que les gens qui voudraient jouer à ma table puissent facilement le faire. J'invite aussi des gens à venir playtester Sombre dans ma cuisine. Voilà. Toutes sortes de choses que tu proposes, effectivement. Tout à fait. Ça marche. Alors, j'en ai fini de mes questions. On va terminer comme le veut la tradition avec des questions rapid fire. Rapid fire, je le rappelle. Donc c'est plutôt réponse A ou réponse B. L'idée c'est de répondre assez rapidement et normalement on ne donne pas d'explication, mais si tu as envie de développer sur pourquoi tu réponds ça, tu peux le faire parce que on fait ce qu'on veut, on est à la maison. Ok ? Ok. Allez, ça marche. Alors pour l'échauffement, plutôt cinéma ou home cinéma ? Plutôt cinéma. Ça marche. Voir des films sur grand écran et avec des gens dans la salle, c'est souvent une expérience plus riche. À partir du moment où les gens savent se tenir un peu. C'est ça, t'as tout dit. La bataille de popcorn, c'est pas forcément fun quand toi t'essayes de t'immerger dans le film. Mais l'expérience collective, qui est ce que je recherche aussi en jeu de rôle. C'est-à-dire que en jeu de rôle, c'est un petit collectif, t'as 5-6 personnes. En cinéma, ça peut être un plus gros collectif quand des salles sont peuvent être remplies. Ça fait plusieurs dizaines de personnes, des centaines dans une grande salle. Ça peut être assez riche en fait. C'est super intéressant. Ça marche. Alors après, plutôt Les Griffes de la Nuit ou Frankenstein s'est échappé. Oh la vache. Oui. Les deux en fait. Les deux. Ouais. Je t'ai étudié, Johan. Les deux. Je suis un énorme fan des Griffes de la Nuit. C'est pas tellement parce que c'est un slasher, mais l'idée de prédation lyrique, je la trouve absolument brillante, quoi. Les antagos sont dans tes rêves. C'est juste énorme, quoi. Et moi, je suis pas un gros fan de Freddy Krueger en lui-même, le perso. J'aime beaucoup sa griffe. Je trouve que Englund fait un très très bon boulot, mais je trouve pas le perso si cool que ça. Mais par contre, le fait qu'il sorte de tes rêves, ça c'est super cool, quoi. Frankenstein, je suis un fan de Fisher et de la Hammer en général. L'horreur gothique, ça me parle vachement. Donc c'est une énorme référence. Et puis je suis, pour ce qui est de Frankenstein, je suis beaucoup plus fan de ce que la culture populaire, notamment cinématographique, a fait de Frankenstein que de l'œuvre de Shelley elle-même, en fait. Le roman ne m'intéresse pas tant que ça. Ce que les gens ont compris du roman, ont compris de Traviol, parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est un roman d'horreur, c'est génial. Je suis d'accord. Mais ce que les gens derrière en ont compris, Whale, Fisher et tout un tas d'autres, ça, par contre, ça m'accroche fort. Ce que je trouve le plus passionnant chez Mary Shelley, c'est pas son bouquin, c'est sa vie, en fait. Elle a une jeunesse de taré. J'ai écrit un scénario pour Sombre, que je publie dans Sombre 7, dans lequel on peut jouer Mary Shelley, Percy, son mari, sa sœur Claire Claremont, Lord Byron et William Polidori, qui est le secrétaire de la Banque. Ouais. Durant cette fameuse nuit de juin 1816, au cours de laquelle Mary Shelley a commencé à écrire Frankenstein. Et on peut jouer ces persos-là parce qu'en fait, Shelley, elle a une jeunesse qui est absolument extraordinaire, quoi. Tragique, mais c'est à un point que tu te demandes si c'est pas un personnage de fiction, quoi. Elle incarne, alors qu'elle est, en vérité, elle est vachement plus sage que sa sœur, sa demi-sœur Claire, mais elle incarne le chaos délirant de la poésie romantique, en fait, à son corps défendant. Mais ce qui lui est arrivé quand il était jeune, c'est de taré, quoi. Super fan. Alors, plutôt gore ou horreur psychologique ? Les deux. Tu peux pas me dire les deux à chaque fois.
Ah bah oui, mais si. Et tu causes à un gars qui a écrit un jeu de rôle pour faire tous les genres de la peur. Donc non, les deux. D'autant que je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même une tendance assez lourde à faire les deux en même temps ces derniers temps. Hein. L'Elevated Horror, Ouais, c'est vrai. c'est de l'horreur psychologique avec des inserts gore à la fin pour épicer le climax. Mm. J'ai vu Obsession là il y a pas longtemps, mais tu regardes Get Out, It Follows, La Main, c'est ça, hein, c'est Ouais. du trauma porn et puis à la fin du gore. Donc en fait c'est les deux à la fois. La réponse c'est pas la mienne, hein, c'est ce que tu vois sur les écrans actuellement en fait. Allez. Pour le prochain, du coup, plutôt vendredi 13 ou Halloween? Bah, le truc c'est que Halloween c'est pas mon Carpenter préféré. Je préfère, je suis énorme fan de The Thing en fait, Oui, plus que d'Halloween. pareil. Mais je reconnais l'efficacité d'Halloween et puis la musique est trop cool. Le main team d'Halloween il est génial. Alors que la musique de The Thing est un cran en dessous. Carpenter aurait pas dû Touché à collaborer. la partition de Morricone. Ouais, il aurait. C'est moins bien. Et Vendredi Vendredi 13. 13 est juste un sous-produit de Halloween. Cunningham pompe de taré ce qu'a fait Carpenter 3 ans plus tôt. Mais par contre, je trouve que c'est Vendredi 13 qui est devenu iconique en fait. Quand les gens qui connaissent pas beaucoup le cinéma d'horreur pensent à un film d'horreur, quand ils le parodient, en fait, c'est à Vendredi 13 qu'ils pensent. Oui, c'est souvent Et, le personnage de Jason qui ressort avec son masque de hockey et tout. ouais, et les camps de vacances, les teenagers dans les bois, etc. C'est en fait ce qui est devenu iconique. En fait, il a cristallisé le truc. Enfin, Carpenter pose le sous-genre, comme Stoker le fait pour le roman vampirique avec Dracula. C'est-à-dire qu'en fait, il pose des codes. Mais celui qui les rend iconiques et qui est grand public, c'est Cunningham avec Vendredi 13. Et du coup, les slashers que j'ai publiés dans Sombre 8 sont plus directement inspirés de Vendredi 13 que de Halloween. Le point, alors un truc qui me fascine absolument dans Vendredi 13, c'est Myers, il est tel qu'en lui-même dès le premier Halloween. Toutes les variations suivantes sont moins bonnes que celles de Carpenter, y compris celle d'Halloween 2 qui a été écrite par Carpenter. C'est-à-dire que l'idée d'avoir une connexion entre Laurie Strode et Myers, c'est pas une bonne idée en fait. Non. Pas très une bonne idée d'en faire la sœur de Myers, c'est un peu à la con. Ce que je veux dire, c'est que Myers, il est nickel chrome carré dès le premier film. Et Vendredi 13, c'est exactement l'inverse en fait. Jason, il a sa forme finale définitive qu'au 4e film. C'est-à-dire, dans le premier, tu le vois pas. Dans le second, il a un sac de patates sur la tronche façon Zodiac Killer. Dans le 3e, il change son masque. Et je crois que c'est dans le 4e qu'il ressuscite, qu'il devient mort-vivant ensuite. Et à ce moment-là, il est dans sa forme définitive. Et ça, je trouve ça absolument fascinant parce que c'est une démarche pure rôliste en fait. Ça m'arrive très souvent de développer des personnages par le playtest, une partie après l'autre. J'ajoute des éléments et je finis par en fait, au bout de la 3 ou 4e partie, obtenir le personnage définitif, celui que je vais publier dans la version définitive du scénario. Je trouve la genèse de Jason absolument fascinante de ce point de vue. Il lui a fallu, alors de mémoire, Jason le mort-vivant c'est le 6e, il lui a fallu, on va dire... c'est ça, c'est plus tardif. Et le 5e, c'est un autre, c'est pas Jason en fait. C'est ça, c'est un copycat le 5e. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est un copycat et il le ressuscite au 6, justement parce que les gens n'avaient pas aimé le copycat. C'est ça, exactement. Ouais. Donc tu vois, il faut 6 films pour arriver au Jason mort-vivant qui est la version définitive du perso. Tu vois. Ça, c'est extraordinaire. Quoi. Il a maturé.
Ouais. Et en fait, il s'est développé. C'est-à-dire que dans le premier film, tu le vois même pas. Enfin, à la fin, sur le flashback onirique là, sur le canoë, quoi. Mais en fait, il est même pas dans le premier film du tout. Je trouve que c'est remarquable et c'est tellement rôliste en fait, parce que tu vois les itérations du personnage et avec cette particularité que chaque itération est meilleure que la précédente. C'est-à-dire qu'en fait, le meilleur Jason, c'est celui qu'on connaît actuellement, auquel les gens sont attachés et qu'identifient les gens quand ils pensent à Voorhees. Mais en fait, c'est une version tardive qui est arrivée après de multiples itérations qui étaient moins bonnes. Donc en fait, t'as des gens qui ont mis parce que c'était pas les mêmes gens, des réalisateurs, des scénaristes, des spécialistes des effets spéciaux. L'idée du masque de hockey, c'est pas une idée des scénaristes ni des réalisateurs, c'est le mec des SFX, du troisième, et qui ont en fait mis des idées, mis des neurones pour produire des itérations successives du perso jusqu'à arriver à une forme vraiment efficace. Super cool. Je trouve ça fascinant. Ça marche. Alors après, plutôt Saw ou plutôt Hostel? Oh, alors là, du coup, j'ai une claire préférence pour Saw. D'accord. Je suis un énorme fan de Saw. Ok. Je trouve que alors déjà, de base, j'aime bien vraiment beaucoup James Wan. Alors, j'ai pas vu ses Aquaman, mais ce qu'il fait en horreur, je trouve ça vraiment cool. Parce que les gens disent ah ouais, les jumpscares et tout, c'est cheap, c'est facile. Mais en fait, non. Le faire bien, c'est difficile. Et Wan le fait vraiment bien. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est en fait, Saw est vraiment intelligent. Alors, Saw, c'est pas que Wan, c'est Wan plus Vanel, ouais. Et en fait, le scénar, c'est beaucoup aux deux, quoi. Mais Saw est vraiment hyper intelligent. Le twist final est à tomber, quoi. C'est en plus avec la musique de Charlie Closer, là, qui est un ancien collaborateur de Trent Reznor, le mec de Nine Inch Nails, gros fan de Nine Inch Nails. Le film, je le trouve hyper réussi. Juste, je trouve qu'au niveau réel, ça pêche un petit poil, parce que c'est un poil clinquant, un poil MTV. Je dirais. Et il s'est ensuite plus posé dans ses films suivants, One, parce que ses influences sont beaucoup au cinéma d'horreur 70s. Donc il s'est plus posé. Mais ce micro défaut esthétique mis à part, je trouve ça vraiment super cool. J'ai pas été autant enthousiasmé par Hostel. Plutôt Terence Fisher ou John Carpenter? Les deux. Je pense que les deux. Non, mais je pense que j'ai une préférence pour Carpenter parce que il n'y a pas l'équivalent de The Thing dans la filmo de Fisher. Mais ce qu'a fait Fisher en horreur gothique est juste inestimable. Je veux dire, les meilleurs films de la Hammer sont les films de Terence Fisher, quoi. Carpenter, ce que j'aime bien, c'est que il a quasi son sous-genre à lui, en fait. Ouais. Alors, malgré le fait que, tu vois, il te fait des films sur Mars, à New York en 1997, dans une église au milieu de Los Angeles, ou je sais pas quoi, ou dans une station arctique, tournée en Alaska. Mais en fait, à chaque fois, c'est Carpenter, en fait. C'est son sous-genre à lui, il fait des films aussi commerciaux soient-ils. Il fait des films dans lesquels tu retrouves facilement sa patte. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils sont très personnels, en fait. Clairement. Et c'est un truc, au-delà du fait que The Thing était juste un chef-d'œuvre cinématographique. Le fait que d'un film à l'autre, tu retrouves sa personnalité, en fait. Son style, son style, ses thèmes, et de manière aussi cohérente, ça peut en fait que m'attirer et me plaire, parce que c'est ça que je recherche fondamentalement, tout genre et tout média confondu, c'est-à-dire consommer
des œuvres, parfois c'est des produits, qui sont fabriqués par des vrais gens avec une vraie personnalité. Ouais. Ouais. Ah non, mais Parce que j'étais en train de me dire que du coup, par les temps qui courent, tu devais être malheureux, quoi. disons que quand tu es fan d'un genre, tu vois, en horreur, moi je regarde facilement des slashers parfaitement génériques, où en fait tu as vu les 30 premières secondes et tu connais absolument tout le déroulé du film, évidemment. et tu sais comment ça se termine, etc. Il n'y a pas que des slashers qui peuvent avoir des formules aussi prévisibles. Et je regarde ça avec plaisir parce que en fait, je suis fan du genre, authentiquement fan du genre. Ça, c'est comme quand tu causes un mec qui est fan de fantasy et que tu lui dis bah, t'en as pas marre des dragons, il y en a dans un bouquin sur deux. Le mec il te répond bah non, je kiffe les dragons en fait. Donc tu me mets des dragons, moi je le kiffe en fait. Ouais. Vas-y, des petits, des gros, je veux des hydres avec plein de couleurs, dès qu'ils volent, dès qu'ils rampent, je kiffe les dragons en fait. Mais moi des dragons, c'est super cool. Et tant qu'il y a du dragon, moi je lis, je regarde quoi. Mais en fait c'est une manière de consommer de la culture qui est je cherche le mot. Plus popcorn, peut-être. Ouais, c'est pur divertissement. C'est ça, ouais. Et je kiffe le pur divertissement. Mais quand tu regardes The Thing, ou quand tu regardes les Carpenters les plus inspirés, t'as l'impression que t'as un mec qui te parle, en fait. Alors, c'est pas qu'il a un discours. Il m'intéresse pas particulièrement de savoir connaître les idées politiques de John Carpenter. Mais en fait, tu sens qu'il met de lui vraiment de lui dans ce qu'il produit. Et tu as l'impression que tu as un artiste qui te cause. Et ça, je trouve ça super cool. Et ça, du coup, ça donne une expérience qui est beaucoup plus riche, en fait, quand ça a cette sensation. Je suis un immense fan d'Alan Moore, par exemple, scénariste de comics. Tous ces comics ne sont pas aussi inspirés les uns que les autres, mais dans le top de sa production, et le top de sa production, ça fait quand même beaucoup de comics, hein, parce qu'il a quand même produit un certain nombre de trucs de super qualité, quoi. Et ben tu sens Alan Moore qui s'exprime en fait. Voilà. Et ça c'est super plaisant, je trouve. Ça marche. Et donc le dernier, plutôt Predator ou plutôt Vampire de John Carpenter? Oh la vache. Predator. Alors je suis super fan de Vampire. J'ai pas lu le roman de John Strickley, je crois. Ouais, ne lis pas le roman. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est extrêmement décevant. Moi, ce que j'aime dans Predator, c'est un des meilleurs Mark Tiernan, quoi. Ouais. Clairement. Au niveau réel, c'est super bien. Je veux dire, il arrive à faire un film qui est intemporel avec des bodybuilders des années 80. Quand il réfléchit, c'est juste extraordinaire, quoi. Tellement sa réalisation est solide, quoi. Mais à la base, il y a un scénario. C'est quoi? C'est les frères. Je ne me rappelle plus quel genre nom. Je crois que c'est deux frères qui ont écrit le scénar, qui est juste super intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un survival horrifique en l'habillant comme un film d'action. Et ça fonctionne. Parce qu'en fait, ils ont compris que les codes du survival horrifique et des actionneurs sont compatibles. Et je trouve ça brillantissime, quoi. Il n'y a pas cette excellence d'écriture dans Vampire. Ce qui me plaît le plus dans Vampire, c'est le début de Vampire. La première scène dans laquelle il nettoie le Nightghoul, là, en oubliant le maître vampire, c'est abruti. La scène suivante, dans laquelle ils sont en train de faire la fête dans le motel, là, et où le maître vampire débarque pour leur dézinguer la gueule, quoi. Et ensuite, Jack Crow qui part en croisade, dans un trip de vengeance pure western, parce que Carpenter à la base est fan de western. Je trouve ça super. Après, la croix de Berzier, détruire les vampires pour toujours, etc. Je trouve que ça se délite, en fait. Le film
à mon avis, aurait été meilleur s'il était resté une histoire de vengeance. Juste Jack Crow contre le super vampire, en fait. Ouais. Et donc, en fait, je trouve que dans la longueur, le film se tient beaucoup moins bien que Predator. Mais Vampire de Carpenter est super bien. C'est la matrice de The Darkly Dozen, un scénario que j'ai écrit pour Sombre Max et que j'ai publié dans le hors-série 4, dans les séries 4, et pour lequel je publie depuis des extensions parce que ça se présente sous la forme d'un jeu de cartes. Et l'idée, c'est ça. C'est l'idée fondamentale de The Darkly Dozen, qui est une référence au film d'Aldrich, The Dirty Dozen. Les douze salopards. Et l'idée, c'est ça, c'est jouer des mercenaires qui vont nettoyer des nids de créatures surnaturelles. Et c'est l'idée de Vampire de Carpenter. Le modulo, c'est que dans mon scénar, tu peux moduler tu peux varier les créatures surnaturelles. C'est des vampires, mais ça peut être aussi des garous ou d'autres bestioles. D'accord. Mais en fait, l'idée fondamentale, c'est ça. Donc je kiffe Vampire, mais je trouve que Predator est nettement plus abouti. C'est la raison pour laquelle la matrice de Sombre Max, c'est Predator, et que Vampire n'est juste qu'une influence supplémentaire parmi d'autres, en fait. D'accord, ça marche. Eh ben écoute, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Johan, d'avoir pris de ton temps pour venir répondre à mes questions. J'invite, comme toujours, nos auditeurs à aller se rendre directement sur les différents réseaux sociaux et les différents sites internet, contacts qu'on aura donnés pendant l'émission. Alors, à savoir que, comme toujours, je mets dans la description de l'épisode justement tous ces liens, hein, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis avec tout ça, écoute, Johan, je te remercie. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment super cool d'être dans ton podcast et de causer avec toi. C'est toujours plaisant de s'entretenir avec des fans de fantastique et d'horreur. On a des choses à se raconter. Ça, c'est bien. Ouais. Effectivement. Je te remercie énormément et puis je te dis à très bientôt. À bientôt.